Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents et présidentes, Mesdames, Messieurs, et vous tous en vos grades et qualités, en tant que, et mon cher Manuel, initiateur de cette conférence, le président de IC 77, en tant que chef d'entreprise et président de la Chambre de commerce de Seine-et-Marne, je vous remercie tous de votre présence. Vous êtes venus très nombreux, à ce que je vois, dans notre maison des entreprises qui a aussi bien porté son nom, qui est pour vous, qui est votre maison. Je suis ravi d'accueillir tous et toutes au sein de notre Chambre de commerce de Seine-et-Marne. Monsieur le député, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue pour votre première visite ici à Céris, dans le siège de la Chambre de commerce. Je tiens également à saluer notre ami Manuel Moreau, président d'International Club, IC 77, et par ailleurs membre élu de notre Chambre de commerce, avec lequel nous vous avons toutes et tous conviés ce matin pour ce rendez-vous d'exception. Représentant de nos chefs d'entreprise de Seine-et-Marne, la Chambre de commerce est en effet toujours prompte à soutenir, relayer les actions des clubs et des réseaux du territoire, telles que celles menées par Initiative IC 77. Il m'a été donné l'honneur d'ouvrir cette conférence placée sous le thème du management moderne, les clés pour réussir, ce que l'on peut apprendre des unités d'élite. Ce type de rencontre, initié régulièrement dans le cadre des activités d'IC 77, est d'ordinaire réservé aux adhérents du club. Mais avec Manuel, nous avons pensé que l'ouvrir au plus grand nombre d'entre vous, au regard de l'animateur de marque que nous recevons ce matin, était la meilleure formule. Monsieur Fauvergue, si vous êtes pu vous présenter, permettez-moi tout de même de rappeler quelques informations qui sont classées secret défense sur votre parcours. Vous êtes un homme de combat, engagé sur plusieurs fronts, policiers, politiques et sportifs. Des terrains qui, a priori, n'ont rien à voir entre eux, quoique. Policier de formation et de carrière, vous avez donc exercé dans différentes unités en France. Préfecture de police de Paris, police judiciaire, sécurité publique, direction de la coopération internationale, police des frontières. Comme à l'étranger, en France et à l'étranger, Nouvelle-Calédonie, Guyane, Mali, Gabon, avant de devenir pendant 4 ans le grand patron que l'on connaît. Un grand patron, en général, on dit c'est les 440, et ben non, là c'est un vrai grand patron du prestigieux RAID. Tout le monde sait ce que veut dire RAID, recherche, assistance, intervention, dissuasion. Unité d'élite de la police nationale française. À la tête de cette unité, lors des attentats de 2015 et 2016, triste moment pour notre patrie, vous avez brillamment dirigé les assauts lors de la prise d'otage de l'hypercachère de la porte de Vincennes, contre l'appartement des terroristes à Saint-Denis, contre l'attentat Bataclan à Paris, promenade des Anglais à Nice. Vous avez eu un rôle extrêmement difficile et nous vous en remercions. Les faits d'armes pour lesquels vous avez été distingué et décoré comme il se doit. Sportif invétéré, c'est solidement armé et entraîné. Si mes renseignements sont bons, vous êtes ceinture noire 6e degré de judo. Et vous êtes ensuite attaqué à la politique, un monde de bataille tout autant que celui de la sécurité publique. Investi par le mouvement En Marche, dont vous portez les couleurs et la parole, un galon prédestiné pour un soldat de la République, vous êtes élu député de la 8e circonscription de Seine-et-Marne depuis juin 2017. En Seine-et-Marne, dans notre beau département, qui est une terre d'exception, qui est la moitié de l'Île-de-France en superficie, qui se développe, qui bouge. Il se passe toujours des tas de choses en Seine-et-Marne. On a des entreprises performantes, originales, et on se développe partout. C'est même une terre où on crée et on forme des ministres. On a une usine à ministres en Seine-et-Marne régulièrement. Héros de la République, tête d'affiche de la République En Marche, ce que l'on retient essentiellement de vous, monsieur le député, c'est que vous avez su être un chef pour vos équipes, comme un dirigeant d'entreprise l'est pour ses collaborateurs. Et c'est à ce titre-là que vous êtes avec nous aujourd'hui et que nous avons hâte de vous écouter. Pour commander les hommes du RAID, il vous a fallu sans conteste trouver les ressources en vous pour développer les qualités managériales aisément transposables dans notre monde à nous de l'entreprise. C'est cette expérience en matière de cohésion, de formation, de gestion de crise, de management dont nous sommes très curieux que vous êtes venus partager avec nous. Cette rencontre
qui nous réunit ce matin s'inscrit parfaitement dans les champs d'intervention et de compétences des chambres de commerce. De par sa vocation et ses missions d'appui au service des entreprises, notre chambre est partenaire privilégié pour accompagner de manière multiple et experte votre création, votre croissance, votre pérennité, votre développement à l'international, votre transition numérique, la formation de vos équipes ou encore votre transmission. Les chambres de commerce sont à votre service. Sans vouloir jouer les troubles faits, je ne peux pas clôturer cette intervention sans dire que nous avons quelques difficultés au niveau des chambres et au niveau du financement. Je ne m'étendrai pas comme je peux le faire habituellement sur la valeur des énarques. Je ne dirai rien parce que nous avons eu le plaisir avec le député d'en discuter un petit peu avant. Je le remercie. Donc, sachez simplement que nous continuons à nous battre pour la survie de cet établissement et de ces établissements. Avant de laisser la parole à M. Fauvergue, je vais laisser le micro à Manuel Moreau, président d'IC 77, qui va vous dire quelques mots sur l'International Club 77. Merci. Merci Jean-Robert. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on m'a déjà présenté, Manuel Moreau. Je suis aussi élu le référent de la CCI au niveau de l'international. Je suis évidemment le président de l'International Club 77. Je vais vous donner juste 3 chiffres, 14, 70 et 185. Alors 14, ce sont le nombre de réunions que nous avons organisées cette année. 70, c'est le nombre d'adhérents du club. Et 185, c'est pas le loto, 185, c'est 185 €, la maigre cotisation que vous pourrez obtenir sur les bulletins d'adhésion à la sortie tout à l'heure. Merci et je laisse la parole à Monsieur le député, notre hôte. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président. Merci à toutes et à tous. Merci aux élus et aux invités de marque. Je suis toujours impressionné, moi, d'intervenir comme ça devant une salle, et je pense que je serai impressionné jusqu'à la fin, mais c'est là où je vois que ma vie a changé, parce qu'avant, quand je rentrais dans une salle qui était pleine comme ça, avec mes copains qui étaient tout en noir vêtus, et puis elle se vidait instantanément. Là vous restez, c'est sympa, donc on va continuer. Le but aujourd'hui de cette conférence interactive, puisque vous aurez des questions et j'essaierai d'y répondre, et comme je suis devenu politique, si les questions sont trop dures, je répondrai à côté, mais je pense que ça devrait aller. Le but de cette conférence, c'est d'essayer de trouver des points communs entre le management que vous pratiquez, vous, et le management, le commandement d'une équipe d'élite qui est allée plusieurs fois au feu et qu'on a dû restructurer. Alors, j'ai été déjà présenté une première fois. Je vais rapidement dire ce que j'ai fait avant de prendre le commandement du RAID, de manière à ce que vous me situiez bien. Eh bien, j'ai 40 ans de police. Je suis à la retraite de la police nationale. Et je suis actuellement député, donc je suis à la retraite depuis que je suis député. 40 ans de police sur un parcours divers et varié, sur un parcours à la fois technique et un parcours géographique différent. Alors un parcours technique puisque j'ai travaillé dans la police judiciaire, j'ai travaillé dans les stupéfiants, j'ai travaillé sur la sécurité publique, j'ai travaillé à la police aux frontières. J'ai commandé des offices centraux et puis bien évidemment j'ai commandé une première fois des unités d'intervention qui étaient les GIPN, les groupes d'intervention de la police nationale, et ensuite bien évidemment j'ai terminé par 4 ans de commandement au RAID, un peu moins de 4 ans de commandement au RAID, de 2013 à 2017, c'est-à-dire pendant toute la période où le RAID est intervenu sur tous les événements que vous connaissez. J'étais à la tête de cette unité-là. J'ai travaillé aussi sur des postes géographiques différents, puisque j'étais directeur départemental de la sécurité publique adjoint
alors c'est pas directeur départemental parce que c'est pas un département, mais en Nouvelle-Calédonie. J'ai été chef de la police en Guyane et j'ai travaillé en coopération internationale pendant 3 ans au Mali et pendant 3 ans au Gabon. Voilà cette diverse présentation, à la fois géographique et à la fois aussi technique et professionnelle. Mais ce que je voulais vous dire aussi, et ça je pense que c'est un point commun avec vous, c'est que quand on est dans une unité comme le RAID, quand on appartient à la police nationale, comme quand on appartient aux entreprises que vous appartenez, il y a une notion de famille qui se développe. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose d'important dans le management. La famille, c'est ce à quoi on croit. Alors, on en a une biologique de famille qui est importante pour sa vie privée, et est importante aussi pour sa vie professionnelle. Mais on a une famille autour de nous. On passe beaucoup plus de temps au travail qu'on ne passe de temps avec sa famille biologique. Et ça, c'est quelque chose d'important, cette notion de famille, et ça fait vibrer et ça permet d'aller au-delà, et surtout dans les situations délicates. Et ça, c'est quelque chose que l'on a en commun, que vous et moi avons en commun, moi en tant qu'ancien chef du RAID, vous dans vos entreprises respectives. Et puis, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, je vais pas parler de votre job. D'abord parce que dans cette salle, vous avez tous des jobs différents, mais vous êtes rejoints par une chose qui est importante, c'est le management. Donc, je vais vous parler du management, mais je vais vous parler aussi de points communs qu'on peut avoir. Et le premier point commun, qui me semble, que l'on a entre une unité d'élite de la police nationale qui est intervenue sur les événements que vous connaissez et vous, dans le cadre de votre travail, eh bien, ce premier point commun et le plus important, c'est l'humain. Vous avez beau tourner le problème comme vous voulez, on est dans un monde où on se développe, où on a développé le numérique, l'informatique. On va vers l'intelligence artificielle à grands pas, sur l'informatique quantique, etc., etc. Mais il reste avant tout que derrière tout ça, il y a des hommes et des femmes. Il y a des hommes et des femmes pour développer les choses, pour faire avancer, pour prendre des décisions. Et il y a des hommes et des femmes avec leurs émotions. L'humain, c'est important parce que, quel que soit l'endroit où vous êtes dans votre entreprise, vous avez des gens avec qui vous allez avoir du relationnel. Et ça, c'est la base de votre réussite. Le relationnel, vous allez l'avoir avec les gens qui sont au-dessus de vous. Moi, j'ai eu du relationnel dans des périodes troubles, dans les périodes troublées de la France, que vous connaissez. J'ai eu des relationnels forts avec des gens au-dessus de moi qui étaient des personnes politiques, le ministre de l'Intérieur en particulier, le président de la République, le Premier ministre. On a du relationnel avec ces gens-là et c'est avec les hommes politiques, c'est quelque chose d'important. On a du relationnel avec nos chefs. Comment on va faire passer telle ou telle décision? Comment on va faire passer telle ou telle restructuration? On a du relationnel avec les gens qui sont sous notre autorité et qui sont incontournables. Parce que si vous n'avez pas du relationnel correct avec eux, la machine ne tournera pas. Et on a du relationnel avec les gens qui sont à notre niveau, qui sont dans l'entreprise. Et à notre niveau, vous savez que les entreprises, beaucoup d'entreprises et des administrations, et même des équipes d'élite travaillent en silo. Chacun a sa spécialité. À un certain moment, il faut mettre du liant et travailler, on en reparlera, et travailler avec les gens qui sont autour de vous. Et puis, vous avez du relationnel aussi avec vos clients. Ça, c'est quelque chose d'important. Les entreprises, elles sont faites pour ça. Elles sont faites pour avoir des clients et pour faire du business. On en parlait à l'international comme au national. Ça, c'est important. Si vous n'avez pas de relationnel avec votre client, votre entreprise, elle meurt. Et dans une entreprise comme le RAID, dans une organisation comme le RAID, vous avez aussi du relationnel avec des clients. Sauf que les clients, ce n'est pas les mêmes. Nos clients à nous, ils sont divers et variés. Et il faut adopter notre stratégie de riposte par rapport à ces clients. Mais comme vous, pareil, il faut adapter cette stratégie de riposte. Donc ça aussi, on est dans de l'humain et on va essayer de développer ça. Alors, petite présentation rapide du RAID. Le RAID, c'est l'unité d'élite de la police nationale qui a été créée il y a un peu plus de 30 ans de ça. Ça a été créé à la fin des années 85, début 86. Elle est basée à Bièvre. C'est une unité qui, à mon arrivée, était implantée uniquement sur Bièvre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure que j'ai commandé les groupes d'intervention de la police nationale, il y en avait 7 sur d'autres villes qui faisaient de l'intervention aussi. Et bien assez rapidement, et compte tenu des événements que j'ai vécus, je les ai absorbés. On les a absorbés pour le franc symbolique, puisque de toute façon, ils appartenaient à la même direction. Et on a récupéré, donc on a créé
On a transformé ces GIPN en antennes RAID. On en a créé d'autres, ce qui fait que le RAID est implanté maintenant sur 11 points d'implantation en France. C'est important. Ça nous permet sans doute aussi, comme à certaines entreprises qui sont présentes ici, ça nous permet de pouvoir rayonner rapidement et d'intervenir rapidement sur l'ensemble du territoire national, de pouvoir innerver ce territoire national et de se déplacer le plus rapidement possible, chaque antenne étant positionnée à moins de 2 heures de l'endroit le plus éloigné de sa zone de compétence et par voie routière. La voie routière pour nous est importante parce pour le RAID est importante parce qu'on a du matériel à transporter, du matériel lourd avec des engins blindés, etc., etc. Donc c'est important d'être présent physiquement sur le territoire. De la même manière que pour vous, c'est important d'être physiquement présent sur le territoire pour pouvoir travailler et travailler mieux. Voilà pour cette présentation-là. Les missions du RAID, les missions sont de 3 ordres. Le RAID a été créé au départ pour intervenir sur des forcenés et des preneurs d'otages. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans un pays comme la France, comme dans les pays européens qui ressemblent à la France ou les pays développés, dans ce type de pays, on a dans notre population environ 1% de personnes qui ont des troubles psychologiques majeur. Voilà. Ce qui fait que 1%, c'est 650 000 personnes en France. Ce qui fait qu'on est un peu plus d'une centaine là. Surveillez vos voisins. Surveillez vos voisins. Ça veut dire qu'à un certain moment, on a à peu près par an entre 60 et 80 prises d'otages forcenées sur lequel le RAID va intervenir. En secteur police, le RAID intervient en secteur police. Et en secteur gendarmerie, il y en a un peu moins parce que c'est un secteur rural, donc il y a moins de population, mais les gendarmes interviennent avec le GIGN aussi sur ce type d'intervention. Entre 60 et 80. 60-80 personnes qui prennent en otage, alors c'est des prises d'otages familiales, c'est celui qui a un problème majeur psychologique va basculer, va prendre en otage, c'est le nouveau-né, le fils, etc., la femme, quelquefois, et il faut intervenir là-dessus. Là aussi, un petit détail, 99% de ces cas-là, 99% des forcenés et des preneurs d'otages, ce sont des hommes, c'est-à-dire la quasi-totalité, ce sont des hommes. Mais souvent, à cause de problèmes avec des femmes. Souvent. Pas toujours, souvent. Qui ne savent pas gérer, ouais, qui gèrent mal. Voilà. Parce que les hommes, en fait, c'est des êtres sensibles, il faut le savoir, madame. Voilà. Donc, quelle est la manière d'intervenir là-dessus ? Eh bien, la manière d'intervenir sur le RAID, avec le RAID sur ce type de prise d'otage, c'est de négocier. 80 à 90% des cas sont sortis à la négociation. Pourquoi négocier ? Parce que il est important de sauver les otages. Et même si c'est un forcené qui n'a pas d'otage, qui s'est retranché et qui est armé, il est important aussi, et il est de l'honneur de la police, que de sauver aussi cette personne qui est à l'origine de cet acte-là et qui est en grande souffrance. Et dans l'immense majorité des cas, les otages sont sauvés et le preneur d'otages ou le forcené est sauvé aussi et va suivre des soins psychiatriques. Voilà. Donc ça, c'est une manière d'intervenir à la négociation, avec une manière d'intervenir physique qui est on intervient, on est sur place, on essaye de prendre, l'équipe de négociateurs essaye d'avoir un contact à la voix ou un contact au téléphone. Ça ne marche pas, le chef du RAID ordonne de casser la porte, on avance un peu, on se planque derrière des boucliers, on stoppe l'assaut, c'est ce qu'on appelle la réversibilité, et on reprend à la voix, on avance encore un peu, et en général ça marche au bout de 3-4 avancées comme ça successives, le preneur d'otage ou le forcené se rend. C'est une manière de progresser, une manière d'intervenir qui est particulière. Le deuxième boulot du RAID, c'est d'intervenir le matin pour aller faire des interpellations de criminels ou de terroristes particulièrement dangereux, pas forcément
faisant partie de bandes organisées de criminalité, ça arrive et ça existe, mais souvent avec des gens qui sont d'une extrême violence. Vous avez vu dernièrement qu'il y a des phénomènes de bandes avec des extrêmes violences, etc. Ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui s'amplifie malheureusement, sur lequel il va falloir travailler très sérieusement. Mais c'est un phénomène qui existait auparavant. Donc, le moindre vendeur de stupes dans son quartier maintenant est armé d'une Kalachnikov. Et quand les investigateurs de la police judiciaire veulent l'interpeller le matin à son domicile, eh bien, ils font appel au RAID pour prendre le moins de risques possible, sachant que le RAID est particulièrement formé pour intervenir dans des lieux clos sur des individus particulièrement dangereux. Voilà. Donc ça, c'est à peu près 400 interventions par an. C'est quand même assez important. Et puis le troisième type d'intervention, eh bien, vous l'avez tous vu, en 2015 et 2016, moins connu maintenant, mais il y a eu quand même quelques autres interventions sur des terroristes, c'est d'intervenir sur des terroristes radicalisés. Mohamed Merah, 2012, les faits, Mohamed Merah a tué des militaires et après il est allé dans une école juive, il a tué des enfants et des parents d'élèves avant que d'être encerclé dans son domicile et abattu par le RAID. L'an zéro, pourquoi ? Parce que c'est la première fois qu'on a un individu, un terroriste, et pourtant la France a été frappée par le terrorisme et par diverses vagues successives de terrorisme depuis la fin de la guerre d'Algérie, mais c'est la première fois qu'on a un terroriste qui agit de cette manière-là. Il agit en 3 temps. Le premier temps, c'est qu'il va impacter des cibles qui sont émotionnellement troublantes pour la population, pour l'opinion publique, pour les médias. Militaires, père d'enfants d'élèves à l'école aux Arts à Torah de Toulouse et petits enfants élèves à cette école-là, qu'il tue et qu'il achève sur le trottoir, de manière assez sanglante, en se filmant. Ensuite, deuxième temps, il se réfugie chez lui, n'essaye pas de fuir. En fait, il a été découvert par les services d'enquête et les services d'investigation et de renseignement qui ont appelé le RAID. Mais il n'a pas essayé de fuir, il s'est barricadé chez lui, ça c'est le deuxième temps. Et troisième temps, quand les policiers sont arrivés, et en particulier le RAID, il a chargé, vous l'avez vu il a chargé les hommes du RAID pour mourir les armes à la main. Et l'effet nouveau, c'est ça, mourir les armes à la main, en shahid, en martyr, pour pouvoir gagner le paradis d'Allah, pensait-il. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et plus il combat des adversaires valeureux, plus il montera vite au paradis d'Allah. Ça, on ne le savait pas. Quand on intervient, alors moi, je n'étais pas au RAID, je n'étais pas le chef du RAID à l'époque, mais j'aurais agi de la même manière que mon prédécesseur, bien évidemment. Quand le RAID arrive sur place, ça, on ne sait pas. On ne sait pas que ce type de terroriste, ce qu'il recherche, c'est la mort. Alors, c'est déjà difficile d'intervenir sur quelqu'un qui vous tire dessus, c'est difficile d'intervenir sur quelqu'un qui n'a pas peur de la mort, mais sur quelqu'un qui recherche la mort, c'est quasi impossible. De le prendre vivant, c'est quasi impossible. Donc ça, cette manière de faire en 3 temps, on la reverra sur les frères Kouachi, on la reverra sur Koulibaly, on la reverra à plusieurs reprises à l'étranger comme au niveau national. Et ça, cette manière de faire, eh bien, pourquoi je vous la présente et pourquoi je vous la décris ? Tout simplement, et là je fais le relationnel avec vous et avec le rôle de manager, parce que c'est une nouvelle manière de faire, parce que c'est une évolution de la menace et parce qu'on a analysé cette évolution de la menace. Comme vous, dans vos entreprises, vous analysez le marché pour pouvoir être compétitif. Nous, si on y pense froidement, mon prédécesseur a commencé et moi j'ai accéléré le mouvement quand j'ai pris le commandement du RAID, 14 mois après l'affaire Mohamed Merah. On a analysé cette menace-là et on l'a analysée froidement en se disant, dans ces circonstances-là, et avec ce genre d'individu, il faudra agir différemment. Une fois qu'on a analysé cette menace, eh bien, on a tiré toutes les conclusions en élaborant. J'ai élaboré en tant que patron du RAID, en tant que chef manager avec mon équipe de management, j'ai élaboré
une stratégie nouvelle qui était tout simplement, on s'est rendu compte que la négociation ne servait à rien, puisqu'il y a eu 20 heures de négociation, finalement, on a été obligé de lui tirer dessus, à Mohamed Merah. La négociation ne servait à rien, la négociation ne sert à rien sur quelqu'un qui recherche la mort. Sinon à gagner du temps, sinon à tuer les otages, sinon à déclencher des systèmes explosifs qu'ils ont, en général, Koulibaly en avait à Vincennes, sinon à se mettre en scène sur les réseaux sociaux et sur les chaînes d'information continue. Donc, la négociation ne servant à rien, il a été décidé par les têtes pensantes du RAID, dont j'étais à l'époque, d'abandonner la négociation, de transformer la négociation en contact. C'est-à-dire que le but qu'on recherche maintenant sur un individu radicalisé de ce type-là, c'est pas qu'il se rende. On sait qu'il ne se rendra pas. Le but que l'on recherche, c'est de faire en sorte de récupérer le temps pour nous, pas pour lui. Que le temps de négociation ne joue pas pour lui, qu'il ne se repose pas, qu'il ne tue pas les otages, qu'il ne se mette pas en scène. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'assaut, la réversibilité de l'assaut que je vous ai décrit tout à l'heure, sur ce genre d'individu, c'est pas une bonne chose. On n'a pas de temps à perdre. Donc, une fois que le patron du RAID déclenche l'assaut, que l'assaut est déclenché, on va jusqu'au bout. Si on a des pertes, on enjambe, on marche dessus et on va jusqu'au bout, jusqu'au final. Et là, vous avez toute la difficulté de la chose. C'est-à-dire qu'on passe d'un paradigme à un autre paradigme, tout en gardant le premier paradigme. Ça veut dire que si j'ai un individu, un preneur d'otages, je vais dire entre parenthèses, traditionnel, qui a un problème psychologique, il va falloir que je lui applique le premier mode opératoire que je vous ai dit tout à l'heure. Donc il va falloir que je reconnaisse, moi en tant que chef du RAID, en tant que patron de cette entreprise-là, il va falloir que je reconnaisse face à quel marché je suis, face à quel danger je suis. Première difficulté. Bon. Pour être tout à fait honnête, sur les individus terroristes, c'est pas trop dur parce qu'ils se revendiquent beaucoup. Et la deuxième chose, c'est qu'il va falloir que j'applique les nouveaux process d'intervention à ce cas de figure-là. Et ces nouveaux process d'intervention, eh bien, c'est important. Pourquoi ? Parce que ça me crée des contraintes et des réticences. Des contraintes et des réticences par rapport aux gens que j'ai au-dessus de moi et par rapport aux gens qui travaillent avec moi. Alors, les contraintes et réticences par rapport aux gens qui travaillent au-dessus de moi, c'est-à-dire par rapport au ministre de l'époque, c'était M. Bernard Cazeneuve, c'est de lui dire, Monsieur le ministre, la prochaine fois qu'on aura, avant le 2015, moi j'ai reçu le ministre le 13 juillet 2014 au RAID, donc avant tous les événements que l'on connaît, et lui comme moi, on était persuadés que de toute façon, on aurait de nouvelles affaires type Mohamed Merah. Le problème, c'était pas de se demander si on allait avoir ça, mais quand on allait les avoir. Et donc, on se préparait, et quand il est venu visiter le RAID, je lui ai dit, Monsieur le ministre, et je lui ai présenté ça, il dit, voilà, à partir de ça, les nouvelles manières d'intervenir du RAID sur ces individus radicalisés, c'est plus de négociation, et c'est un assaut continu jusqu'au bout. Alors, quand vous dites à un homme politique, et je le sais, je suis maintenant, quand vous dites à un homme politique, vous n'allez plus négocier, le type, il se dit, ouais, mais bon, médiatiquement, c'est pas bon, il faut aller jusqu'au bout de la négociation, pour ci, pour là. Non, là, on ne négocie plus, parce que si on négocie, on va avoir des vies d'innocents qui vont être tués. Donc, à un certain moment, il faut arriver à inculquer ça sur votre décideur. Comme vous, dans vos entreprises, au niveau où vous êtes, si vous avez au-dessus des gens qui décident, il faut leur dire ma nouvelle trajectoire, c'est ça. Pour le bienfait de mon entreprise, c'est ça. Je pense qu'on devrait faire comme ça. Il faut arriver à convaincre et il faut avoir les arguments pour convaincre. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est aussi importante, c'est convaincre ceux qui sont en dessous de vous et qui vont venir et qui vont faire le job. Et comment on va faire et pourquoi on fait ça. Et là, vous avez des contraintes et des réticences qui sont assez traditionnelles, que ce soit dans une équipe, dans une unité d'élite, ou que ce soit dans une entreprise. Et ces réticences, vous les connaissez, vous avez entendu ces phrases-là. Quand vous dites, on est obligé de faire différemment, vous entendez les gens qui vous disent, quelques personnes qui vous disent, souvent beaucoup d'ailleurs, mais on n'a jamais fait comme ça. Pourquoi on changerait ? Ça ne marchera jamais.
Non, on va continuer à faire comme ça, au cas où. Le au cas où, je l'adore, le au cas où. On va prévoir ça au cas où. Le au cas où, c'est le grenier de ma grand-mère. C'est-à-dire qu'elle gardait tout au cas où. Et puis le jour où elle est décédée, il y a 3 tonnes à évacuer avant de vendre la maison, quoi. C'est difficile. C'est ce qu'on appelle la zone de confort. Et pourtant, Dieu sait que la zone de confort pour un professionnel du RAID, elle est étroite, mais elle existe quand même. On a tous une zone de confort. Vous, dans vos entreprises, vous avez une zone de confort. Les gens qui sont sous votre autorité ont une zone de confort. Et quand vous devez passer à autre chose, et ça, c'est un problème de management, il faut qu'on arrive à une rupture de cette zone de confort qu'ont les gens qui sont avec vous, que vous avez, de vous remettre en cause, de les remettre en cause, mais de leur expliquer aussi. On reviendra là-dessus, mais de leur expliquer pourquoi on fait ça. La zone de confort, c'est la prise de risque. Si vous voulez progresser, quel que soit notre job, que ce soit politique, un job politique, que ce soit votre job dans des entreprises, que vous soyez artisan ou dans des entreprises commerciales, dans une unité d'élite, si vous voulez progresser, il faut aller au-delà de votre zone de confort, il faut prendre des risques. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, il faut arriver à dépasser les contraintes et les réticences en tant que manager pour emmener votre équipe dans la même direction que vous. Et ça, c'est tout le rôle du leader et du manager. Avant de développer ce rôle-là, il y a 2 préalables. Le premier préalable, en tant que manager, c'est de connaître votre positionnement. Je vais vous prendre un exemple simple. On connaît le nom de l'entraîneur qui nous a menés à la Coupe du Monde récemment. Je pense que vous vous rappelez aussi du nom du premier entraîneur qui, à 20 ans, nous a menés à la Coupe du Monde. C'était Aimé Jacquet. Aimé Jacquet, il nous a amenés à la Coupe du Monde, il nous a fait avoir le Graal, en travaillant avec des gens d'exception, avec des footballeurs d'exception. Mais Aimé Jacquet, c'était un joueur de moyen qui a joué en première division. Et est-ce que vous savez s'il a été international, Aimé Jacquet ? Eh bien, Aimé Jacquet, il a été international une fois. Et comme il avait 2 pieds gauches, ils l'ont plus repris. Et pourtant, je suis un peu vache avec, mais bon, c'est pour l'image. Et pourtant, il nous a amenés à la Coupe du Monde. Ça veut dire que le manager, l'entraîneur, le coach, ce que vous voulez, ne doit pas forcément être aussi doué que ses experts. Ça, il faut que non seulement les experts le sachent, mais que le manager le sache aussi, et qu'il l'accepte. Surtout s'il vient de la base, s'il est monté par la base et s'il est passé par le rôle d'expert. À un certain moment, il a perdu. Et le deuxième entraîneur qui nous a donné le 2e Graal, Didier Deschamps, lui, ça a été un joueur exceptionnel, mais quand il était dans ce rôle d'entraîneur, il était dépassé par ses autres joueurs. Et ce n'était pas son rôle que de prendre le ballon et d'aller marquer des buts. Sinon, on n'aurait peut-être pas gagné. Mais en tant qu'entraîneur, il a été extraordinaire. Donc, rester à sa place. Et ensuite, une deuxième chose qui est importante, c'est la différence entre la stratégie et la technique. La stratégie et la tactique. C'est important pour vos sociétés aussi, c'est important pour vos entreprises, c'est important pour une unité d'élite comme le RAID. Les stratèges, il n'y en a qu'un, c'est le chef. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les stratèges, il n'y en a qu'un, c'est le chef au niveau de l'entreprise. Après, il y a des multiples stratégies dans les divers domaines de compétences et les filiales, etc., qui ont des stratégies différentes, mais il faut que ça se fasse en osmose avec le chef. Les tactiques, les techniciens, les tacticiens, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, ils sont importants. Mais il faut que la stratégie se nourrisse de la tactique. Il y a des choses que l'on peut faire, il y a des choses que l'on ne peut pas faire, tout à fait réellement dans un groupe comme le RAID. Si le tacticien est incapable physiquement de faire une certaine chose, il va falloir changer la stratégie. Mais à partir du moment
où la stratégie est validée par les tacticiens parce qu'ils peuvent la décliner au niveau du terrain, il faut surtout pas se changer la stratégie. Et ce qu'il faut pas oublier, le danger, c'est quand on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple d'Aimé Jacquet, le stratège se prend pour le tacticien, ça c'est réglé, mais c'est surtout quand le tacticien se prend pour le stratège. Moi, derrière, au RAID, le RAID est fait d'un nombre important de personnes qui sont extraordinaires, mais dont la plupart sont derrière les boucliers d'intervention et font partie de la colonne d'assaut. À un certain moment, quoi qu'ils en disent, et quel que soit ce qu'ils en pensent, c'est pas eux qui commandent. Et quand on demande l'assaut, dans une affaire par exemple comme à Vincennes, et quand j'ai ordonné l'assaut et que j'appuie sur l'accélérateur, je ne dois pas avoir de trou à l'accélération. Et ils font ce que je leur dis, et après on débriefe pour savoir ce qui n'allait pas. Je vais vous prendre un petit exemple, puisqu'on a un peu de temps, je vais vous prendre un petit exemple. Je vais être un peu long, mais on a le temps là. Si vous en avez marre, vous levez la main et puis j'accélère. Le RAID, c'est une affaire que je n'ai pas vécue moi, mais qu'on m'a racontée. Le RAID se déplace un jour sur un cas traditionnel. Un monsieur qui rentre à l'improviste chez lui et il y a l'amant de sa femme. Alors, il le croise d'ailleurs sur le palier, il le reconnaît. Il va chercher un couteau dans sa cuisine, il poignarde l'amant de sa femme. Sa femme rentre à domicile, il tire par les pieds l'amant de sa femme à son domicile et il se retranche dans son domicile. Le RAID arrive sur place. Et le RAID arrive sur place et le chef des négociateurs prend les choses en main et commence à négocier. Et il a un bon contact, le type qui a poignardé, le mari qui a poignardé, dit qu'est-ce que je risque, etc. Bon, il commence la discussion. Donc le négociateur sent bien que c'est une affaire qui va sortir à la négociation sans aucun problème. Et il se tourne vers le chef du RAID de l'époque. Et à l'époque, il s'exprimait par geste. Non pas qu'il n'y avait pas de radio, mais c'était plus pratique par geste. Et il lui dit, c'est bon, j'ai le contact, ça va le faire. Et là, le chef du RAID lui dit, non, c'était assaut dans 2 minutes. Il fait comme ça, assaut, 2 minutes. Le négociateur dit, non, on va le sortir, on ne va pas prendre de risque, on va le sortir, il n'y a aucun problème, je vais le sortir et tout. Et le chef du RAID dit, non, assaut dans 1 minute. Au bout d'1 minute, ils font exploser la porte, ils font péter la porte, ils font l'assaut, ils prennent le gars, la femme est aussi sans aucun problème, et le gars qui était poignardé, il l'emmène au SAMU, bon, sa vie sera sauvée, donc voilà, ça va bien se passer. Mais à un certain moment, le chef de la négociation, qui était donc sous les ordres du chef du RAID, lui dit « mais je ne comprends pas, on l'avait, pourquoi tu as voulu donner l'assaut, etc. » L'autre lui dit, écoute, d'abord, je suis le chef et je n'ai pas d'explication à te donner, mais je vais quand même te les donner, ce qui est quand même un bon réflexe. La première partie de la phrase n'est pas bonne quand on est chef. La deuxième partie, elle est bonne. Je vous engage à pratiquer plutôt la deuxième partie que la première partie. Donc, je vais quand même te donner l'explication. Écoute, à l'endroit où tu étais, toi, tu es le tacticien, tu t'occupes de la négociation. À l'endroit où tu étais, tu ne pouvais pas avoir l'ensemble de la vision que j'avais moi en tant que chef du RAID. Et la vision que j'avais en tant que chef du RAID, c'est que le Toubib, il y a des docteurs au RAID. Le Toubib avait introduit sous la porte un petit stéthoscope par lequel il voyait ce qui se passait, et il voyait la victime se vider de son sang. Et il a dit au chef du RAID, là, il n'y en a pas pour 2 minutes, il faut se grouiller parce que sinon, il va mourir. Donc voilà, j'ai donné l'assaut parce que sinon, il allait mourir. Le chef de la négociation dit, très bien, ok. Ça veut dire quoi, cette affaire-là? Ça veut dire que seul le stratège a la vue globale de l'entreprise. Seul le stratège a tous les éléments qui lui permettent de prendre une décision. Première chose. Deuxième chose, le technicien ou le tacticien peut avoir son avis personnel et il peut le dire. Et il doit le dire. Mais quand on est dans l'urgence et quand on est dans l'action, il ne le dit qu'après. Et surtout, il obéit aux ordres. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose d'important pour vous aussi dans vos entreprises. Cette loyauté, elle est importante. Et après, on nourrit le débat
comment on aurait pu faire, etc. Mais ça ne vient qu'après le débriefing. Voilà. Ça, c'est la différence entre la stratégie et la tactique. Eh bien, à partir de ces deux préalables, nous, on a établi ce qu'on appelle au RAID un management de cœur pour un commandement de guerre. Un management de cœur pour un commandement de guerre. Ça veut dire que quand on est hors période de crise, on va travailler sur notre management de cœur. Le management de cœur, c'est la possibilité de travailler avec nos partenaires, nos effectifs, notre management intermédiaire, les gens de nos équipes, de travailler sur ce qui va se passer en cas de crise, ou de travailler sur l'habituel et la crise. Le management de cœur, ça se fait donc quand il n'y a pas de crise, et on doit prendre le temps de l'écoute et de l'échange. Et on doit prendre le temps de la transparence et de la confiance. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand les chefs, les managers, le patron du RAID fait une analyse de la situation, il ne doit pas la garder dans son coin, et il doit la faire partager à l'ensemble de ses effectifs. On est ici, on va aller là, et on va aller là parce qu'il y a telle menace, on va aller là parce que le marché s'est orienté différemment et qu'on doit évoluer dans ce sens-là. La première chose, si vous voulez casser cette notion de confort, la zone de confort que je vous disais tout à l'heure, et demander à vos gens de prendre des risques, il faut leur expliquer pourquoi vous allez à tel endroit, pourquoi les choses ont changé et comment vous allez faire. Ça, c'est ce qu'on appelle la transparence. Et il faut travailler sur la confiance. Alors, à la fois, la confiance, il y a deux types la confiance est à deux niveaux. C'est la confiance que l'on doit donner. Le management, aujourd'hui moderne, vous ne pourrez pas manager correctement si vous ne donnez pas votre confiance. Et si vous ne la donnez pas en préalable. J'entends dire, moi, il fait ses preuves, ensuite je lui donnerai ma confiance. Non, vous êtes obligé aujourd'hui, comme les choses vont très vite, de la donner en préalable. Comme vous la donnez sur les réseaux sociaux, quand vous envoyez par exemple des photos de vacances sur l'endroit où vous êtes, qui permet à vos cambrioleurs de savoir que vous n'êtes pas chez vous, quoi. Cette confiance-là, elle n'est pas bonne sur les réseaux sociaux. Mais la confiance dans l'humain, il faut la donner. C'est la confiance que vous donnez, mais aussi la confiance que vous inspirez. Sur la confiance que vous inspirez, on va le développer, j'y arrive assez rapidement. Et là, l'autre chose qui me semble importante et qui me semble vitale, c'est de redonner du sens à notre job, de redonner du sens au travail que font vos effectifs. Redonner du sens, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un certain moment, il faut savoir où vous allez, il faut savoir où les effectifs vont. Sénèque disait il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne connaît pas son port. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de but, vous n'y arriverez pas. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et je vais vous reprendre un exemple au RAID aussi. Moi, quand j'étais au RAID, de temps en temps, j'allais discuter avec mes snipers, mes tireurs d'élite qui protègent la colonne d'assaut. Et je disais, ton rôle à toi, en tant que sniper, c'est quoi ? Voilà. Et il me disait, moi, mon rôle, ma mission, c'est de me mettre sur les toits, là où on me désigne l'endroit, de protéger la colonne d'assaut et d'ouvrir éventuellement le feu, soit sur initiative, soit sur votre ordre, sur l'ordre du chef, pour protéger ma colonne d'assaut. Quand je disais ça à mon chef des négociateurs, il dit, ton rôle, c'est quoi ? Il me disait, moi, mon rôle, c'est d'arriver, de rester derrière la colonne d'assaut et d'établir le contact pour savoir quelle pathologie a le preneur d'otage ou le forcené, de manière à obtenir sa reddition, etc., etc. Celui qui était le premier dans la colonne d'assaut, je dis, ton rôle, c'est quoi ? En général, il me répondait, mon rôle, c'est de casser la porte et rentrer dedans et de neutraliser le mec. Bon, d'accord. En réalité, pas du tout. Pas du tout. Pour aucun d'entre eux. Ils confondent la tâche et la mission. Le rôle des uns et des autres, c'est un rôle global. C'était quoi ? C'est de sauver des vies. Voilà. Le sens de leur rôle, c'est de sauver des vies. Le sens de vos entreprises, c'est pas de faire du business. Les entreprises sont faites pour faire du business, certes, mais pour apporter aussi quelque chose. Sur l'informatique, par exemple, c'est de simplifier la vie des gens, de travailler beaucoup plus vite, d'apporter un confort au travail plus important.
Sur les services, sur des entreprises qui vont faire des médicaments, ce n'est pas d'augmenter leur part de marché. Ça ne devrait pas être d'augmenter leur part de marché. C'est d'apporter des médicaments efficaces pour telle ou telle chose. C'est ça le sens du job. Il ne faut pas confondre la mission et le sens. Et si vous partagez ce sens-là avec... c'est pas facile, hein, je le sais. Mais si vous partagez ce sens-là, c'est plus facile dans une unité comme le RAID d'ailleurs. Hein. Mais si vous partagez ce sens-là avec les gens qui travaillent avec vous, vous verrez que vous aurez moins d'explications à leur donner et ça ira beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, il y a plusieurs choses quand, dans votre management de cœur. C'est, quand vous êtes chef, c'est d'éviter l'isolement. Donc vous devez échanger, vous devez travailler là-dessus, vous devez vous ouvrir aux gens, vous ne devez pas vous planquer dans vos bureaux, vous devez bouger et vous devez surtout, et ça c'était une technique qu'on utilisait beaucoup, vous devez surtout aller prendre le café dans votre secrétariat, là où tous les gens passent. Ça vous permet de vous donner des indications, voir les gens, partager des cafés, faire des barbecues, etc. Ça c'est aussi quelque chose d'important. Et puis, en tant que manager, vous devez avoir des qualités aussi que vous devez développer, qui ne sont pas innées, c'est des qualités qu'on développe. La première, l'empathie. La première des qualités que l'on demande à un négociateur du RAID ou du GIGN, de ce que vous voulez, c'est l'empathie. L'empathie, c'est la reconnaissance et la compréhension des sentiments et des émotions de l'autre. Mais ce n'est pas prendre son sac à dos, ça c'est de la sympathie. L'empathie, c'est juste comprendre le message qu'il est en train de vous donner, échanger avec lui pour arriver, vous, au but où vous voulez arriver. Cet aspect humain des choses est important. La deuxième chose, c'est l'exemplarité. Un chef doit être exemplaire. Alors, exemplaire, ça ne veut pas dire que vous devez avoir aucun vice, que vous devez être complètement lisse dans votre personnalité, etc. Ça n'existe pas de ne pas avoir de vice. Ça n'existe pas, je vous le confirme aujourd'hui. Tout le monde a des vices cachés ou moins cachés. Mais l'exemplarité, ça veut dire que quand vous demandez quelque chose, ça doit être faisable, possible, et vous devez être derrière pour voir ça et pour donner la main éventuellement. Ça, c'est important. Et la dernière des choses, c'est la responsabilité. La responsabilité, c'est, en tant que chef, de prendre vos patins s'il se passe quelque chose. C'est surtout si tous les process ont été tenus, mais si le résultat n'est pas au rendez-vous, il n'y a aucun grief à faire à personne. C'est important. De la même manière, si vous avez aussi des choses qui se passent et qui sont de l'ordre du supportable, c'est immédiatement ne pas rejeter la responsabilité sur vos adjoints ou sur vos employés. Des choses qui sont de l'ordre du supportable, c'est-à-dire qui ne sont pas contre la loi, qui ne sont pas contre l'honneur, qui ne sont pas contre la déontologie, mais des choses voilà, j'ai un exemple qui me vient en tête. Au stand de tir, un opérateur du RAID s'est blessé avec son arme. Ça arrive. Il s'est blessé avec son arme. C'est une faute grave. C'est une faute qui lui aurait coûté le fait d'être viré du RAID. Voilà. Donc c'est la double peine. C'est-à-dire qu'il était blessé, en plus il aurait été viré du RAID. Eh bien, sur cette faute-là, je l'ai couvert, on l'a couvert au niveau de la hiérarchie, et il est resté au RAID, et puis voilà, il ne s'est rien passé. Bon, petit exemple en passant. Une fois que vous avez travaillé sur ce management de cœur, et là j'accélère mon propos, vous passez à un commandement de guerre. Si vous tombez en période de crise, vous devez passer à un commandement de guerre. Ce qui s'est passé à Vincennes, c'est ça. On l'avait préparé avant, on avait les process d'intervention, on avait travaillé là-dessus, et c'est arrivé à Vincennes. Et à Vincennes, on a dû accélérer pour pouvoir sauver les otages et pour pouvoir travailler rapidement. Eh bien, le commandement de guerre, c'est la décision que vous prenez en tant que chef, tout seul dans votre coin, qu'il faut prendre dans une situation exceptionnelle. Clémenceau connaissait ça, puisque Clémenceau était aux manettes de notre pays à la Première Guerre mondiale, et Clémenceau avait l'habitude de dire, pour prendre une décision en temps de crise,
il faut être en nombre impair et pas plus de 2. Ça veut dire la solitude que vous allez avoir à ce moment-là. Mais c'est à vous à prendre cette décision-là. Mais vous l'avez préparée par votre commandement de cœur au départ. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, le commandement de guerre, vous allez arriver, vous allez amener vos hommes au feu pour ce qui concerne les unités d'élite. Mais vous allez, si vous avez une crise à passer, à faire travailler les gens plus que d'habitude, etc., vous allez y arriver. Si vous partagez des valeurs communes, si vous avez partagé des choses communes. Et pour partager les valeurs communes, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut parler avec les gens, il faut être empathique, il faut les voir, il faut les voir au café, il faut organiser peut-être une vie extra en dehors de votre entreprise, faire des barbecues, faire des sorties, etc. Vous devez aussi être créateur d'ambiance. C'est à vous que revient la tâche d'animer votre équipe et de faire en sorte que vous ayez autour de vous une équipe avec une agilité importante qui vous permettra en temps de crise de réagir aux situations. Vous devez être facilitateur d'horizontalité. Ça, j'en suis assez fier, c'est moi qui l'ai trouvé le truc. Facilitateur d'horizontalité. Ça veut dire quoi ? Je l'ai un peu dit tout à l'heure. On travaille à peu près tous dans nos administrations, dans nos entreprises, en silo. Il y a la RH, il y a le budget, il y a la production, il y a la recherche et développement, etc., etc. Vous avez des silos comme ça dans votre entreprise. Et en général, peu de gens savent ce que font les autres. Quand ils ne méprisent pas les autres. Des fois, ça arrive. Dire, c'est moi qui fais le job. Donc ça, c'est votre rôle de manager que de créer des liens, que de créer de la transversalité ou de l'horizontalité, comme vous voulez, et de faciliter les choses, et de faire en sorte que les gens se connaissent entre eux, par diverses choses. Je reviens sur mes barbecues, où tout le monde est présent, mais aussi peut-être faire travailler de temps en temps en stage telle personne à tel endroit, dans un autre vecteur de là où il est. Je le faisais, moi, de temps en temps. J'ai mis des snipers à la négociation. Bon, ça a été catastrophique, hein, bien sûr. Mais ils ont dit... Si, l'inverse aussi. Ça a été catastrophique aussi. Mais ils ont dit... c'est pas facile, le boulot de négociateur. C'est pas facile. Ah, et là, c'était gagné. Mais ils savaient ce que c'était. Voilà. Je voudrais juste... Ah oui, encore quelque chose d'important, très important pour vous aussi. Le retour d'expérience et le débriefing. Ce qu'on appelle le rétex, retour d'expérience. Dur, on a des trucs... le rétex. Après une affaire, au RAID, il y a des retours d'expérience. Chacun se briefe, on se briefe par groupe, après on se briefe par unité, et après on se briefe au niveau du service si les affaires sont importantes, et on se dit ce qui n'a pas marché. Voilà, là c'était pas bon, là on peut faire mieux, là ça allait plutôt pas mal, etc., etc. Et ça permet d'améliorer le processus. Donc je pense que j'ai aucun mal à vous convaincre de ça dans vos entreprises. Il est important que ces retours d'expérience, ces débriefings se fassent pour pouvoir améliorer votre manière de produire et votre manière de vendre sans doute. Voilà. Et dernière chose, et j'en conclurai avec ça, avant de passer à vos questions, l'image. L'image de votre entreprise, l'image de l'endroit où vous travaillez, l'image du RAID, puisque je parle du RAID. Alors, c'est plus facile souvent de travailler sur une image du RAID qu'une image d'entreprise, mais il y a des entreprises qui ont des images à forte valeur ajoutée, comme par exemple Dior, entreprise de parfum, etc., et plein d'autres, Peugeot, enfin bon, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et vos entreprises ont des images importantes dans les domaines qui sont les vôtres et qui sont reconnus. Pourquoi l'image est importante ? Eh bien, l'image elle est importante d'abord pour vous, pour faire du business. Quand vous êtes reconnu, vous avez plus de facilité sans doute à négocier des marchés, etc. On connaît le sérieux de votre image, donc ça ira mieux. Ensuite, elle est importante, cette image-là, pour ceux qui travaillent chez vous. Pour ceux qui travaillent dans l'entreprise, ils se reconnaissent à votre image-là. Ils se reconnaissent à deux choses, à l'image du chef et à l'image de l'entreprise. L'image de l'entreprise, c'est quelque chose d'important. On revient à la notion de famille que je vous disais dès le départ. C'est votre famille. Et il faut l'entretenir.
Et une image, ça s'entretient. Mais le RAID a ce type d'image-là. Le RAID a une image forte d'équipe d'élite. Mais quelquefois, l'image, ça va beaucoup plus loin. Ça va très loin. Ça va très, très loin. Et là, je voudrais terminer, là aussi, en vous racontant une petite histoire vraie. Toutes les histoires que je vous ai racontées, c'est des histoires vraies. 1 an après le Bataclan, 1 an après être intervenu au Bataclan avec le RAID, et après avoir vu l'horreur du Bataclan, je suis retourné sur la cérémonie commémorative du Bataclan, qui était dirigée par le président de la République, enfin qui a été faite par le président de la République et la maire de Paris. Et j'étais donc devant le Bataclan en tenue d'intervention du RAID, donc reconnaissable, où il y avait écrit RAID partout, donc voilà. Les autorités nous ont salués avec mon collègue de la BRI à côté et sont partis, donc nous ont salués très chaleureusement et sont partis. Et moi, je suis resté à cet endroit-là. Je voulais revoir le Bataclan. Je n'y avais pas mis les pieds depuis l'intervention. Il était fermé, je n'ai pas pu rentrer. Et quand les autorités sont parties, la foule, les barrières ont été ouvertes et la foule a pu venir. Et là, il y a une dame qui est venue une jeune dame, une trentaine d'années, qui est venue me voir en pleurs, en me disant c'est vous que je voulais voir, c'est le RAID que je voulais voir, c'est vous que je voulais voir. Et donc j'ai compris, j'ai dit vous étiez à l'intérieur. Elle me dit oui, et il y avait sa maman qui était derrière, qui était en pleurs aussi, tout le monde pleurait. Elle me dit oui, j'étais à l'intérieur. Dès que ça a tiré, je suis tombé. Mon petit ami à côté est tombé à côté de moi, et on a été recouvert par des cadavres qui sont tombés dessus et qui nous ont protégés. Et comme mon petit ami avait peur et tremblait, je lui ai dit à l'oreille, n'aie pas peur, le RAID va venir nous délivrer. N'aie pas peur, le RAID va venir nous délivrer. Parce qu'elle avait vu quelques mois auparavant l'assaut qu'on avait donné à Vincennes. Et elle s'est rattachée à cette idée-là. Donc, l'image, c'est plus que ce que je vous ai dit. L'image, c'est porteur d'espoir, c'est porteur d'avenir, c'est quelque chose de salvateur sur lequel on peut se raccrocher, souvent. Voilà. L'image, cette image-là a fait que le RAID est passé d'une équipe spécialisée de l'intervention à un emblème national. Voilà. Je pense que si vous avez des questions à poser dans la salle, n'hésitez pas à lever la main. Moi, juste avant que vous décidiez à poser la petite question, je voulais juste dire bravo aux unités d'élite, à l'image, comme vous dites, qui est vraiment remarquable. Concernant l'international, je vois le métier à risque que vous faites et je ferai un parallèle avec l'international. J'entends trop souvent les PME me dire que d'aller à l'international, c'est difficile, c'est ceci, c'est cela. Écoutez, quand j'entends ce que vous venez de nous dire, le risque d'aller à l'international, mais ce n'est rien. Ne soyons pas frileux et on peut y aller. Alors, j'entends maintenant il y a plus de croissance en France, donc on reste à nouveau dans l'Hexagone. Donc, il n'y a aucun problème à partir à l'international. Ça, c'était juste un petit commentaire. Est-ce qu'il y a des questions ? Peut-être prendre un micro. Oui, merci pour le... Oui, vous m'entendez. Une entreprise de Torigny, donc on est un peu voisins. Maintenant que vous êtes dans la politique, est-ce que vous impactez sur les... Je ne suis pas du tout de ce métier-là, de ce milieu-là. Est-ce que vous impactez sur les budgets, puisqu'on entend souvent que la police ou la gendarmerie n'ont pas les budgets? Est-ce qu'ils sont trop consommés par la hiérarchie et pas assez au niveau du terrain? Est-ce que le GIGN et le RAID, eux, ont peut-être des budgétisations plus favorables du fait de leur élitisme?
Et est-ce que vous vous intéressez à ces questions-là voilà, c'est à titre personnel, hein, puisqu'on n'est pas dans ce domaine-là. Question budgétaire et le manque de budget. Merci de cette question-là. Bien évidemment, je ne peux pas maintenant, en tant que député, je ne peux pas me désengager de 40 ans de vie dans la sécurité et je continue à travailler sur la sécurité. Alors les budgets, j'étais l'année dernière rapporteur spécial du budget police-gendarmerie, je suis cette année rapporteur spécial du budget police-gendarmerie. C'est comme partout, on entend dire et il y a ce qu'on entend dire et il y a la réalité des choses. En réalité, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce que je peux vous dire en tant qu'homme politique responsable maintenant, mais en tant qu'aussi citoyen qui paye des impôts et qui trouve qu'il paye beaucoup d'impôts, comme je suppose la plupart d'entre vous, c'est qu'à un certain moment, il faut qu'on arrive à sortir de cette espèce d'engrenage d'impôts quasiment les plus hauts de la zone euro, enfin les plus hauts de la zone euro et quasiment les plus hauts de l'Europe, et de l'endettement. Donc il faut sortir de là à un certain moment. Il y a des budgets qui sont conséquents dans certains domaines. Il y a des budgets qui sont en augmentation. Celui du ministère de l'Intérieur est en augmentation depuis 2 ans et il y a une trajectoire sur 5 ans d'augmentation. Il y a d'autres budgets qui sont en augmentation. C'est par exemple celui de la justice qui est le corollaire très direct avec la police, gendarmerie, justice. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important. Les budgets sont... Alors évidemment, tout le monde voudrait avoir des budgets beaucoup plus hauts. La CCI voudrait avoir des budgets importants tout à l'heure, et surtout qu'on ne touche pas au budget actuel. Tout le monde voudrait avoir des budgets beaucoup plus hauts, mais à un certain moment, il faut faire des choix budgétaires. Il faut surtout voir comment les choses vont être managées. Le budget de la police est à peu près 11 milliards. Le budget de la gendarmerie, c'est presque 10 milliards. Ils sont en augmentation cette année, comme ils étaient en augmentation l'année dernière. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est aussi que l'État arrive à faire à un certain moment ce qu'il demande aux autres, c'est-à-dire rationaliser ses dépenses et rationaliser les effectifs. Il faut que vous sachiez, par exemple, que si vous rajoutez police, gendarmerie, police municipale, on est un des pays où il y a le plus de flics, de policiers, gendarmes, etc. Donc, après un certain moment, il faut le retrouver dans la rue, ça. Ce qui n'est peut-être pas forcément le cas en ce moment. C'est pour ça qu'il y a un grand plan de police de sécurité du quotidien. Mais il faut faire les réformes nécessaires pour que l'ensemble des organisations qui concourent à la sécurité, d'abord, ne soient pas tous sur le même domaine de compétences et ne se marchent pas dessus. Et ensuite, arrêtent de se faire de la concurrence interne l'un l'autre et plutôt, et ça c'est quelque chose d'important, moi que j'ai eu pendant mes 40 années de vie comme policier et que j'ai toujours, mais plutôt qu'ils aient dans leur viseur tout le temps, la nécessité d'apporter plus de sécurité aux citoyens, plutôt que de faire les meilleures affaires qui leur apporteront le plus de gloire ou le plus de machin. La nécessité d'apporter le plus de sécurité possible aux concitoyens. Voilà. Bonjour. Donc, ce que je souhaitais savoir, c'est, si j'ai bien compris, vous insistez sur la notion de mission et il me semble que vous avez tout à fait raison. Donc, la mission du RAID était de sauver des vies. On est d'accord. Bon. Comment vous avez pu vendre en interne ce qui me paraît, je dirais, une contradiction, c'est-à-dire que quand vous avez affaire à un forcené psychiatrique, vous réussissez à le sauver. Et en revanche, si j'ai bien compris aussi, quand vous avez affaire à un terroriste, vous allez, comme vous le dites, à l'assaut jusqu'au bout. Concrètement, vous le dézinguez. Comment, en interne, vis-à-vis de vos équipes, vous avez pu vendre 2 missions différentes, enfin, en tout cas, une mission qui est contradictoire par rapport à la première, qui est de sauver des gens. Parce que là, bon, clairement, ça, c'est ma première question. Et la deuxième, qui est le corollaire, c'est comment vos équipes ont pu vivre le fait que finalement, vous donnez à se radicaliser ce qu'il attendait, c'est-à-dire la mort. Alors, elles sont intéressantes ces questions et elles sont importantes. Alors effectivement, c'est toute la difficulté du management de serrer les 2 types de situations devant lesquelles on se présente
pour ne pas se tromper sur les deux situations et pour pouvoir utiliser les instruments qui ont été mis au point, chacune face à ces situations-là. C'est un peu comme un chirurgien, si vous faites opérer du genou et qui pense que c'est un coude, ça ne marchera pas. Je suppose j'ai aucune notion là-dessus, mais je suppose qu'un chirurgien qui va vous opérer du coude ne va pas travailler de la même manière sur un genou. Donc, je ne sais pas. Bon. Alors, en tout cas, il faut arriver à avoir à déterminer la situation, à savoir à qui on a affaire, quel est le danger et comment on va interopérer là-dessus. Et ça, c'est le rôle du chef. Voilà. Vous parlez de mode opératoire, moi je vous parle de management. C'est-à-dire, ouais, c'est déjà le début, ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, dans un cas, la mission de vos équipes est de sauver des gens, et dans l'autre, la mission de vos équipes, c'est de les tuer. Non, pas du tout. Pas du tout. La mission, c'est de sauver des gens. Voilà. La mission, c'est de sauver les gens et de faire en sorte que celui qui est à l'origine de l'incident soit remis à la justice. Voilà, ça, c'est la mission. Alors, la mission de sauver des gens, elle est dans tous les cas, que ce soit un forcené qui a un problème psychique, psychiatrique, etc., ou que ce soit un radicalisé. Donc sauver et c'est ce qui a été fait sur Vincennes. Il y avait 26 otages, ils ont tous été sauvés, les 26 otages. Ensuite, quand on est dans une situation exposée d'un radicalisé qui recherche la mort, qui a souvent des explosifs maintenant, le but c'est à la fois de sauver les otages, de faire en sorte aussi de perdre le moins de vie possible au niveau des forces de l'ordre, parce qu'un chef essaye de préserver aussi ces gens. Moi, j'ai eu la chance d'avoir que des blessés légers, qui se sont bien remis. Voilà. Et après, d'essayer d'appliquer la mission. Mais sur quelqu'un, et vous l'avez dit vous-même, sur quelqu'un dont le but c'est de donner la mort et de mourir, c'est difficile de le prendre. C'est difficile de le prendre en vie. Si c'est possible, eh ben on le fera. Mais sur les divers cas moi que j'ai vécu, ça n'a jamais été possible. En plus, vous avez une nécessité d'intervenir vite si vous voulez sauver les autres. Donc, plus vous intervenez vite, et si vous laissez plus de place à la négociation, vous êtes sûr que cette partie-là qui fait en sorte que les gens se rendent, mais pas dans ce cas particulier, vous ne l'utiliserez pas. Donc, la finalité est la même, mais ensuite, les modes opératoires font qu'à un certain moment, c'est possible, c'est pas possible. La deuxième question, c'était quoi ? Le corollaire de la première qui était de comment vos équipes ont vécu le fait, quelque part, de donner au radicalisé ce qu'il attend. C'est-à-dire il attend la mort, on lui donne, c'est quelque part, pour lui, en tout cas sur sa vision des choses, un succès. Alors, on est sur du problème, je m'excuse d'employer ce terme-là, mais très technique, très terre-à-terre de l'intervention, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on a un problème à résoudre, on a une équation à résoudre, et il faut intervenir de telle ou telle manière. Et le stratège, le tenant de la stratégie, qui est le chef, est là pour impulser la chose. Donc effectivement, après, en réalité, votre question, elle consiste à dire, est-ce qu'ils se sont posés des questions après sur le... je pense qu'ils se sont posés, pour être tout à fait honnête, ils se sont posés plus de questions sur les victimes qu'ils ont vues que sur ceux qui sont à l'origine des victimes. Bonjour, monsieur le député. J'avais une question sur les médias et votre ressenti à ce sujet-là. Alors en fait, je suis concerné par l'attaque de Saint-Denis parce que ma fille était au lycée qui juxtapose la basilique. Elle était en internat à l'époque. Et j'ai remarqué que les médias, dès 7h du matin, ce mercredi-là, j'entendais les infos, j'entendais France Info, etc. Tous les médias étaient dessus. La question que je me posais, c'est déjà, on donne une heure de gloire à des personnes parfois qui ne le méritent pas, et d'autres, c'est aussi de gêner votre intervention. Et voilà, votre ressenti, c'est est-ce qu'il y a moyen d'éviter tout ça ? Est-ce qu'on peut
faire valoir des lois ou des choses qui empêchent qu'il y ait cette médiatisation à outrance, voire, je ne sais pas, moi par exemple, installer des systèmes de brouillage qui n'autorisent que les communications de police, enfin voilà, un petit peu... Oui, c'est un vrai problème, les médias. Ça a été plus un problème d'ailleurs sur Vincennes que sur Saint-Denis, puisque Saint-Denis, on a préparé l'intervention, donc on a mis un périmètre, ils n'ont pas pu filmer. Voilà, sur Vincennes, ça a été dur. Alors, est-ce qu'il y a un moyen pour empêcher ça? D'abord, l'effet média. D'abord, l'effet média important. Il faut être honnête sur l'effet média. Moi, bien évidemment, j'ai été en pétard sur les médias, sur les diverses interventions qu'on a fait, mais est-ce que aujourd'hui, si se reproduit les choses, est-ce que ça se reproduirait? Moi, je peux vous garantir que ça se reproduira de la même manière, quoi. C'est-à-dire que si à partir du moment où il y a des images à faire on est passé, il faut bien se rendre compte qu'on est passé sur des médias à flot continu, des médias qui donnent l'information à flot continu et qui sont en bataille avec les réseaux sociaux. Parce que si les médias ne donnent pas l'information, c'est les réseaux sociaux qui vont la donner. Alors, il y a peu d'informations maintenant, sauf les médias traditionnels, le 20h, où il y a un peu plus le temps d'analyser la situation, etc. Mais sur les chaînes d'information continue, il se repassera la même chose que ce qui s'est passé. Hein. Il ne faut pas s'illusionner. Alors, est-ce qu'on a les moyens répressifs d'interdire ça? Non. La réponse est non. On est dans un pays de liberté. C'est difficile d'avoir des règles, même en cas d'urgence, qui s'appliquent de cette manière-là. Et puis s'il y avait des règles, si elles sont transgressées, parce que les règles, elles sont faites pour être appliquées, donc si elles sont transgressées, est-ce qu'on aurait les moyens de travailler contre la presse? Moi, ma réponse est non. Voilà. Maintenant, peut-être que je me trompe, mais ça serait étonnant. Pas que je me trompe, il m'est arrivé souvent de me tromper, mais ça serait étonnant que ça se passe différemment. Ensuite, il faut être honnête quand même. Les médias n'ont pas eu que du négatif, honnêtement. Même si moi j'ai souffert de la critique de Saint-Denis, puisqu'on a été fortement critiqué là, mais ça n'a pas que du négatif. Et tout à l'heure, l'exemple que je vous donnais avec cette jeune dame, au final, avec l'image du raid, etc., c'est parce qu'elle avait vu ça à la télé à Vincennes. Et si les médias ne l'avaient pas retransmis, l'assaut du RAID et de la BRI à Vincennes, elle n'aurait pas eu cette image en tête et peut-être qu'elle n'aurait pas tenu le choc, ou peut-être qu'elle n'aurait pas rassuré son petit ami. Et si elle ne rassure pas son petit ami, peut-être qu'il aurait fait une crise et il aurait attiré l'attention des terroristes et peut-être qu'elle serait morte et qu'il serait mort aussi, quoi. Donc tout ça est très... On ne peut pas être cartésien dans cette affaire-là. Je crois que c'est un ensemble de choses. Mais bien sûr que ça a changé la manière d'intervenir quelquefois. Et, alors, sur Vincennes, il y a eu 2 effets médias qui m'ont gêné. Le premier effet média, c'est que quand on positionne de l'explosif sur la porte arrière pour faire exploser la porte arrière du cachère, on ne peut pas mettre nos dispositifs avant. Donc on est obligé d'attendre que nos artificiers mettent l'explosif avant de déclencher l'assaut. Donc on perd des minutes invraisemblables là-dessus. Ça c'est très technique. Voilà. Et le deuxième truc qui est plus psychologique, c'est qu'à un certain moment, les médias, on extrait un blessé à nous, un de nos blessés, on a eu 5 blessés, on l'extrait, et ses collègues le tirent et il est blessé. Et là, c'est diffusé en direct. Et dans les spectateurs, il y a les familles des gens du RAID et de la BRI. Et il y a une femme, il y a des gosses, il y a une mère de famille, un père de famille qui se dit mais est-ce que c'est mon fils, est-ce que c'est mon mari, est-ce qu'il est blessé gravement, est-ce qu'il va mourir, est-ce que si, est-ce que là, quoi. Et ça c'est psychologiquement c'est important. Après Vincennes, j'ai eu une 12aine de départs moi du RAID, demandés par les familles, avec des opérateurs qui sont partis. Voilà. Oui, il y a eu un différé de quelques minutes. Ouais. Si, ça s'est fait parce qu'il y avait un gentleman agreement qui s'est appliqué, mais c'est pas suffisant. Mais bon, ça va être difficile. Autre question? Oui, bonjour, Jean-Michel. En tant qu'ancien élève à toi, déjà félicitations pour la suite. Alors j'étais professeur d'arts martiaux chinois, pas de judo.
Et Franck était un élève à moi dissipé, Très très modeste dissipé. élève. Très modeste Très élève. C'est un peu vieux. Non, là, j'ai une petite question qui concerne également M. Moreau. Concernant la stratégie d'entreprise, moi j'ai une petite entreprise de fourniture de pièces de rechange pour les militaires. Et j'ai fait pas mal de salons à l'export qui n'ont jamais rien donné. C'est pour ça que je repose un peu la question. Il y a peut-être des évolutions, mais j'ai fait le salon à Abu Dhabi, j'ai fait les Émirats, j'ai fait le Qatar, les pays de la Pologne, enfin les pays d'Europe centrale. Et j'ai jamais ramené une seule commande parce que toutes les stratégies d'export, j'ai l'impression que c'est un petit peu réservé aux grosses entreprises, peut-être pas du CAC 40, enfin du CAC 40, mais également des très grosses entreprises. Les petites boîtes comme nous de 10 personnes, on fait un petit peu office de salon, mais on n'a jamais de commande parce que les stratégies export sont un petit peu gouvernées, j'ai l'impression, par les politiques au départ. Voilà. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir 15 000, 20 000, 30 000 euros dans un salon, voire on peut peut-être en faire 3-4 par an si on veut, mais il n'y a pas de résultat. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un petit budget qui pourrait être réservé pour les petites entreprises, qui a un retour au moins, une petite part de retour du gâteau? Voilà, c'est ma question. Je vais vous répondre déjà, la stratégie. Vous avez raison de parler en termes de stratégie. Tout à l'heure, M. Fauvergue nous parlait de stratégie, de but à atteindre, mission, ne pas faire de confusion. Je pense que déjà, faire des salons, c'est une bonne chose, mais ça c'est englobé dans une stratégie à l'international. Donc, faire un salon, c'est bien, mais si ce n'est pas dirigé par une équipe pour aller jusqu'à la vente, puisque c'est ça que vous recherchez, la vente. Donc, je sais que les salons, on pense parfois, je vais faire un salon à Alger, je vais faire un salon à Tokyo, et ça doit être vraiment incorporé dans une stratégie. Faire un salon, tout simplement, nous, on fait des salons, on en a fait récemment au Maroc. D'ailleurs, il y a une personne qui est là, qui était sur le stand. C'est une façon d'accompagner les clients qui viennent nous voir ou les prospects, de leur répondre, mais je ne pense pas que c'est là où on fasse vraiment des ventes. Maintenant, concernant les budgets, alors je suis d'accord avec vous, bon, il y a les grands groupes et puis il y a les PME. Il y a quand même un arsenal financier à travers la BPI, par exemple. Actuellement, la BPI a beaucoup d'argent et on a ici, d'ailleurs au sein du bureau de lycée 77, il y a les CCEF, les conseillers du commerce extérieur, dont Charles Brun, le patron de la BPI, est quelqu'un de très efficace et il pourrait être en direct avec vous pour vous donner vraiment les informations et surtout les budgets. Les budgets, vous y avez droit. Donc là, il ne faut pas hésiter. Oui, je voulais faire une petite parenthèse sur l'irrationalité de nos craintes. Tous présents dans la salle, nous craignons tous, bien sûr, le terrorisme. Mais le terrorisme en Europe, il est bien moins important que le nombre de victimes, du moins, est bien moins important que le nombre de victimes que l'on peut avoir en Afghanistan ou en Syrie. De même, si ici on craint tous le terrorisme, personne d'entre vous ne craint le sucre. Pourtant, le nombre de victimes qui décèdent tous les ans de pathologies dues au diabète ou au sucre est beaucoup plus important que le nombre de victimes dues au terrorisme. Il en est de même pour les victimes de la route. C'était cette petite parenthèse sur l'irrationalité de nos craintes, parce que ce sont des images qui sont beaucoup plus frappantes que des victimes d'accidents de la route ou des victimes du diabète. Voilà. Juste pour vous répondre, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et tout à l'heure, je faisais ce parallèle avec partir à l'international. Si vous entendiez les horreurs que j'entends de partir en Afrique pour nos entreprises, etc. Attendez, on a tout ce qu'il faut, tous les organismes. Si vous allez... Moi, je pars, d'ailleurs, je fais juste une petite communication. Je pars à Djibouti début décembre, invité par les femmes d'affaires, les femmes chefs d'entreprise qui organisent début décembre cette mission à Djibouti. Nadia est là, elle s'occupera de vous tout à l'heure au cocktail. Donc juste pour dire que oui, il y a de l'irrationalité, ça c'est certain. Et donc Monsieur Fauvergue, je suis content que vous soyez là puisque on va revenir sur des faits. En tant que chef d'entreprise, on a besoin d'atteindre des objectifs, donc d'être efficace. Donc apparemment, vous étiez très efficace, mais en tant que chef d'entreprise, on a besoin d'être efficient aussi. C'est-à-dire que comment j'obtiens mes objectifs avec le minimum de ressources.
comment est-ce que vous pensez, alors là c'est en tant que maintenant député, améliorer l'efficience, entre autres, du RAID, du GIPN? Parce que pour moi, mettre 200 personnes, force spéciale, plus les autres policiers pour un Coulibaly, mettre je ne sais pas combien de dizaines, de centaines de personnes, quand les policiers de Melun arrivent sur place pour les frères Kouachi, ils n'ont même pas de place pour se garer. Je ne pense pas que c'est hyper efficient, vous voyez ce que je veux dire. Donc en termes de management, comment est-ce que vous pensez par la suite améliorer l'efficience, donc la meilleure utilisation des ressources par rapport à l'atteinte de l'objectif? Merci. Oui, c'est une bonne question aussi. D'abord, mais je vais vous répondre très clairement. Mais auparavant, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, il m'a toujours semblé que ce qu'il y a de plus important, c'est d'apporter, quel que soit l'endroit où j'étais, et j'ai fait plusieurs services opérationnels, d'apporter le plus de sécurité possible à mes concitoyens, d'être rentable, efficient si vous voulez, rentable en tout cas. Cette démarche-là, je l'ai eue en arrivant au RAID, et figurez-vous qu'on l'a eu avec le chef du GIGN de l'époque. RAID, GIGN, on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas un truc en trop? Est-ce que, voilà, est-ce que on est efficace, mais est-ce qu'il n'y a pas plus d'efficience à avoir avec Eh bien, en 2014, donc quasiment un an avant l'hypercachère qui annonçait le début de tous ces attentats-là, en 2014, on s'est réunis avec le chef du GIGN et on s'est dit si on a une attaque d'un terroriste qui commence à tuer des gens dans la rue ou d'un gars qui a un problème particulier, comme ça se fait aux États-Unis, qui commence à nous fusiller tout le monde dans la rue, la manière d'intervenir de l'époque, c'était on fait un périmètre de sécurité, on appelle le RAID, ou le GIGN en secteur gendarmerie. Le RAID va mettre 3 quarts d'heure à venir et pendant ce temps, le type il va nous tuer des dizaines et des dizaines de victimes. Donc, il faut qu'on arrive à influer là-dessus et à faire en sorte que les primo-intervenants, les gens de patrouille, puissent intervenir très vite et puissent intervenir en ouvrant le feu parce que c'est le seul moyen de calmer et de faire en sorte que les gens ne tuent pas plus de personnes. C'est ce qui s'est fait. Mais ça a mis 1 an et demi à se faire. Hein. C'est ce qui s'est fait, tout doucement, etc. On était précurseurs à l'époque. Mais en disant ça, avec le chef du GIGN, on savait très bien qu'on allait s'enlever, et je m'excuse de parler comme ça, une partie de notre marché sur l'intervention et une partie de notre gloire. Je vous dis ça parce que souvent on marche à ça, tout le monde. Mais on l'a fait parce qu'on s'est dit c'est intolérable que des gens se fassent tuer parce qu'on va dire aux gens attendez, on arrive, quoi. Et on l'a fait. Donc là, vous avez une partie de votre réponse que je vais développer. Et puis, au fur et à mesure qu'on a été confronté à toutes ces choses-là, on s'est dit qu'il faut améliorer le système. Et améliorer le système, moi, quand j'étais au RAID et quand j'ai quitté le RAID, j'ai dit il faut non pas faire une seule unité, RAID, GIGN ou BRI, il faut garder les unités, mais il faut faire un commandement commun. Commandement commun qui va apporter plus de rationalité en termes opérationnels et qui va aussi contrôler les équipements qu'on achète et les recrutements qu'on fait. Et avec un commandement commun qui préserve police et gendarmerie, les 2 unités traditionnelles que l'on a, on pourrait être efficient beaucoup plus. C'est-à-dire, tel endroit, c'est l'unité de gendarmerie qui est la plus près, c'est elle qui va y aller. Même si c'est en zone police. Et tel endroit, ça sera telle unité de police, même si c'est en zone gendarmerie. Et en plus, ce commandement commun peut aussi prendre les équipements en disant, on va pas, parce que ça coûte horriblement cher les équipements d'intervention lourds, on va pas acheter tel véhicule d'intervention au RAID parce que le GIGN l'a déjà. Si on a besoin du véhicule, on demandera au GIGN de se déplacer, etc. Donc il y aurait pu avoir de la rationalité là-dedans et donc de l'efficience. C'est une proposition que j'ai faite en partant du RAID. C'est une proposition que j'ai faite quand j'ai été premier rapporteur de la loi police-gendarmerie en tant que député, que j'ai faite à Colomb.
c'est une proposition que je vous donne un scoop, que je vais refaire dans mon rapport, là, qui va sortir la semaine prochaine. Et j'espère que ce n'est pas une proposition que je vais faire sur 5 ans, quoi. J'espère. Parce que ça me semble bien qu'on arrive à cette rationalité-là. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Grosso modo. Oui, merci, parce que comme le temps court, il y a encore 3 questions. Non, il y a un cocktail après, oui. Vous allez voir, c'est formidable. Bonjour. Allez-y. Et donc ma question est de savoir, en fait, comment est-ce que vous faites dans votre recrutement, finalement, pour composer votre équipe, parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Quand vous expliquez tout à l'heure que lorsqu'un ordre est donné, il faut que ça soit exécuté, il ne faut pas qu'il y ait un couac. Est-ce que vous avez des astuces justement pour valider que c'est une personne de confiance, loyale ? Alors, il faut arrêter avec... on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. On a tous le droit à l'erreur, bien sûr. Alors effectivement, du côté du RAID, il y a plus de conséquences, mais on apprend d'ailleurs de nos erreurs. Comment on fait pour monter une équipe ? Eh bien... On voit les gens qu'on a autour de soi, on essaye de les jauger, voilà, on fait comme vous faites, on essaye de les jauger, on fait la part entre ce qu'ils ont fait, quelle est leur détermination, ce qu'ils désirent faire. On parle beaucoup avec eux et on monte des équipes comme ça. Moi, quand je suis arrivé au RAID, je me suis séparé de mon adjoint parce qu'il n'était pas dans la même optique. Et comme je venais d'arriver, il fallait impulser, donc c'était plutôt... et puis comme c'était plutôt mon optique à moi que j'ai préférée, puisqu'en plus c'était la mienne. Hein. C'est un peu... Donc voilà. Et j'ai recruté un adjoint que je ne connaissais pas, qui était un commissaire divisionnaire que je ne connaissais pas, mais j'ai fait passer enfin j'ai fait un truc classique, et puis voilà, après j'ai fait mes choix, mais après le mercato, c'est toujours un peu... voilà, on gagne, on ne gagne pas. Excusez-moi. Je rebondis en fait dans la continuité de cette question. Parce qu'en tant que manager, effectivement, on fait des erreurs, on a d'expérience, on prend des décisions, ça va. Mais avez-vous eu, parce que je ne l'ai pas entendu, moi, à un moment donné, des doutes et des regrets ? Non. Non, j'ai pas eu de doutes et de regrets parce que les choses se sont plutôt bien passées. Par contre, j'ai eu des difficultés. Non pas sur les équipes que j'ai recruté moi, mais j'ai pas recruté grand monde, hein. J'ai recruté un peu de l'extérieur, mais j'avais la ressource sur place. J'ai fait monter des gens sur des postes qui me semblaient intéressants et qui ont donné complètement satisfaction. Mais je me suis aussi heurté, c'est pour ça que je développais tout à l'heure le rôle des techniciens. Je me suis heurté à 2-3 techniciens, tacticiens, comme vous voulez, historiques. Et ça, vous en avez tous dans vos entreprises. Les historiques, les gens qui sont là et qui disent « l'entreprise, c'est moi ». Au RAID, c'est pareil. Le RAID, c'est moi qui suis derrière le bouclier, et qui ont quand même un certain charisme parce que, arrivé à un certain niveau, ils forment, etc. Voilà. Mais qui ne sont pas en adéquation avec ce que vous leur demandez. C'est ce qu'on appelle des slowers, et souvent des slowers actifs, là, qui vous mettent plus de bâtons dans les roues qu'autre chose. Eh bien, moi, après Vincennes, profitant de l'assaut de Vincennes, on a fait des débriefings importants, des rétex. Et profitant des rétex et voyant qu'ils contestaient ce qui s'était passé, je les ai virés. Dernière question. Oui, j'ai une question. C'est à propos du 2 poids 2 mesures, en fait, entre l'intervention contre un forcené et l'intervention contre ce que vous avez appelé un radicalisé. Parce que j'ai compris du coup qu'il n'y avait aucune négociation possible avec un radicalisé dans le cadre du terrorisme, mais le radicalisé, il peut tout aussi très bien appartenir à une secte, comme il peut être radicalisé de par son hystérie. Du coup, l'intervention, elle va viser à tuer que lorsque on aura déterminé l'individu dangereux comme terroriste radicalisé.
mais pas contre un membre d'une secte ou un fou ou quelque chose comme ça. Alors le but final, c'est pas de tuer, c'est de remettre à la justice. Hein. Je répète. Alors, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas faisable? Tout ça, c'est une question ensuite de dérouler de l'opération. Deuxième chose, quand je parle de radicalisés, je parle d'islamistes radicalisés. Soyons clairs, islamistes radicalisés, tels que les choses se sont déroulées depuis Mohamed Merah. C'est pour ça que je fais partir cette conférence à partir de Mohamed Merah, l'an 0. Voilà, c'est ça. Et donc, il faut bien serrer les problèmes et voir ce qu'on a en face de nous. Si demain, un terroriste, quel qu'il soit, y compris se revendiquant de l'islam, si demain il y a un terroriste qui ne va pas jusqu'au bout, ne veut pas se donner la mort, etc., on renégociera, enfin je suppose qu'ils le renégocieront, et ça se fera dans de nouvelles conditions. Mais ce qui est d'important, c'est l'adaptation à la menace qu'on a. Tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de l'analyse de la menace. Et ça, il ne faut pas le passer sous le silence parce que tout part de là. L'analyse de la menace. On n'agit pas, on n'arrive pas sur place en agissant en disant tiens, je vais agir comme ça, je vais agir comme ça. On agit comme ça parce qu'on a analysé la menace. Comme les entreprises agissent de telle ou telle manière par rapport à leur marché pour pouvoir gagner des marchés de tel ou tel endroit. Voilà. Merci. On se retrouve au cocktail.